précis, je crois, de la situation explosive en Iran par le témoignage tout frais d'un de nos envoyés spéciaux rentré il y a à peine quelques heures. Nous commencerons par le judo, dont le public a suivi avec passion le championnat du monde. Après plusieurs médailles d'argent, la France obtient une médaille d'or avec la victoire de Thierry Rey dans la catégorie des superlégers, c'est-à-dire les moins de 60 kilos. Revoyons-la. Thierry Rey est un garçon de 20 ans qui est ici à gauche et il est opposé à un Coréen du Sud qui s'appelle Kwak Wong Chong. Et il va le battre par 2 coca d'avance, c'est-à-dire 2 grands avantages, alors que le Coréen sera pénalisé pour non-combativité et pour tirage du kimono. Thierry Rey avait auparavant remporté 2 tournois de Paris, dont un alors qu'il n'était encore que junior. Il a eu d'autant plus de mérite à s'imposer qu'il a trouvé sur sa route, dès le second tour, le japonais Moriwaki, qui faisait figure de grand favori. C'est la première médaille d'or pour la France, la seule d'ailleurs, mais auparavant 4 médailles d'argent étaient venues sanctionner les combats des Français, ainsi qu'une médaille de bronze acquise dans le tout dernier match par Jean-Luc Rouget. Thierry Rey, 20 ans, de Lagny. Venons-en aux nouvelles de l'Iran. À Tabriz, capitale de l'Azerbaïdjan, la tension est très vive ce soir entre les partisans de l'ayatollah Shariat Madari et ceux de l'ayatollah Khomeini. Les partisans de Madari viennent de reprendre le siège du gouvernement général de la province. Ils encerclent également l'immeuble de la radio-télévision de Tabriz occupé par des partisans de Khomeini. Selon les dernières informations, des coups de feu auraient été échangés. La majorité des habitants veulent l'autonomie pour l'Azerbaïdjan, province qui compte 9 millions d'habitants. Cette revendication met en péril le régime de Khomeini, lequel doit faire face à d'autres rébellions encore, notamment celle des Kurdes. Les Kurdes qui viennent de voter non lors du récent référendum sur la Constitution. On a l'impression, certains jours, que le régime Khomeini est en train de se désagréger. Nos envoyés spéciaux qui reviennent du Kurdistan, le pays des Kurdes, ont trouvé sur place une situation explosive. Ces coups de feu dans la montagne, c'est le signal qui invite les Peshmerga, les combattants kurdes, au rassemblement dans le village de Karenj, à la frontière entre l'Iran et l'Irak. Pendant quelques heures, ils vont quitter leur forteresse naturelle des montagnes kurdes pour s'informer auprès de leurs dirigeants de l'état des pourparlers avec le régime Khomeini, de la situation en Azerbaïdjan et des plans de défense de la région. Ici, les combattants kurdes contrôlent entièrement le terrain. L'armée iranienne a mené contre eux 2 offensives en l'espace de 6 mois, mais l'aviation et les blindés se sont cassés les dents. Aucun partisan de l'ayatollah Khomeini, aucun gardien de la révolution ne peut pénétrer dans ces villages. Le Grand Conseil des Peshmerga a lieu dans la mosquée qui sert de refuge, de parlement, d'hôtel, de cache d'armes et à l'occasion de lieu de prière. Le commandant Rassoul ne cache pas la réalité à ses hommes. Les négociations avec le régime Khomeini sont au point mort. Les Kurdes doivent se tenir prêts à combattre de nouveau. Nous refusons la constitution islamique qui donne les pleins pouvoirs à Khomeini et nous sommes solidaires des populations d'Azerbaïdjan. À la tête du mouvement, un professeur d'économie qui enseigna 10 ans à la Sorbonne et qui a regagné ces montagnes pendant la révolution iranienne. Nous ne sommes pas des séparatistes, nous voulons une autonomie dans le cadre de l'Iran. Une autonomie, ça veut dire gérer ses affaires intérieures. Je ne vois pas de raison pourquoi une république islamique pourrait refuser ce droit au peuple kurde ou bien aux autres peuples opprimés d'Iran. Ce que nous attendons de cette révolution est tout à fait logique, qu'elle vraiment donne satisfaction aux aspirations de notre peuple. Nous, même pendant la guerre que nous avons menée, nous n'avons pas demandé le renversement du régime de Khomeini, tandis que pendant un quart de siècle, nous avons lutté et notre but était de renverser le régime du Shah.
Au marché de Mahabad, la capitale du Kurdistan, les armes se vendent et s'achètent comme des légumes ou des salades. Pour une poignée de rials, on trouve des pistolets, des fusils ou des grenades prises à l'armée iranienne ou achetées à des trafiquants. Pour défendre leur droit à l'autonomie, les Kurdes ont retrouvé leurs vieux réflexes, s'armer pour organiser la défense populaire. Et en Iran, ils sont 9 millions. 9 millions de Kurdes, l'avant-garde des minorités, le peuple qui donne le plus de fil à retordre au régime de Khomeini. Ils affirment qu'ils ont des armes et des munitions pour au moins 5 ans. Aujourd'hui, les Kurdes ont la tranquille assurance de ceux qui savent qu'on ne pourra jamais les éliminer ni tirer un trait sur leurs revendications. Les Kurdes savent aussi qu'ils ne sont pas seuls à lutter contre le régime de l'ayatollah Khomeini. Avec eux, il y a les Turkmènes, les Baloutches, les minorités arabes du Khouzistan et tous ceux qui se sentent étrangers dans la République islamique de l'ayatollah Khomeini. Vous venez de rentrer de l'Iran aujourd'hui même à Paris. Si je compte bien tous ceux qui veulent l'autonomie, cela fait environ 14 à 15 millions de personnes. Or, l'Iran compte au total 35 millions d'habitants. Alors avec 14 ou 15 millions d'autonomistes, le pays ne va-t-il pas éclater? Oui, je dirais que l'Iran est déjà éclaté. Si on fait la somme de toutes les minorités, on se rend compte qu'en fait en Iran, les minorités sont la majorité. Et si vous voulez, pour ce qui concerne le problème du Kurdistan, c'est un peu un monde à part, c'est un peu un monde qui a déjà son autonomie dans les faits, même s'il ne l'a pas sur le plan légal. Ce qui est plus grave, c'est ce qui se passe en Azerbaïdjan, c'est-à-dire que 9 millions de personnes, là aussi, sont en état de sécession, pratiquement. Azerbaïdjan, c'est-à-dire la province de Tabriz. La province du nord de l'Iran, et que le guide du pays, c'est-à-dire l'ayatollah Shariat Madari, a une audience non seulement en Azerbaïdjan, mais aussi dans le reste de l'Iran. Donc les événements de Tabriz mettent également en péril le régime de l'ayatollah Khomeini. Alors tous ces événements dont vous nous parlez, que vous nous montrez, est-ce qu'ils ont un effet sur le sort des otages de l'ambassade américaine à Téhéran? Alors oui, ils ont un effet, et l'effet c'est le durcissement. Jusqu'à maintenant, si vous voulez, en Iran, cette affaire de l'ambassade américaine, finalement, a été une affaire de politique intérieure. C'est-à-dire que pour canaliser les mécontentements, eh bien on dit, ce sont les Américains, ce sont les impérialistes, regardez, ils manipulent des forces en Iran pour mettre en échec la révolution islamique. Et donc c'était finalement une affaire purement intérieure. Donc dès l'instant où la situation se tend, on dit à nouveau, regardez, c'est la faute des Américains. Et donc les otages, le sort des otages est à nouveau remis en question. Alors M. Grozadeh, par exemple, le ministre des Affaires étrangères, a fait une déclaration assez dure ce soir en disant qu'ils allaient être jugés par une commission internationale et que ceux qui seraient reconnus coupables seraient condamnés à des peines qu'il n'a pas citées. Est-ce que vous pensez que parmi ces peines, il pourrait y avoir la peine de mort? Alors, ils seront jugés vraisemblablement selon la loi islamique qui a cours actuellement en Iran et qui peut éventuellement comprendre la peine de mort, mais je ne pense pas qu'on en arrivera jusque-là, d'autant que les Américains ont finalement fait un geste en disant que si on libérait des otages, ils accepteraient de former une commission d'enquête sur le régime du Shah d'Iran. Cette semaine, deux événements sur Antenne 2. D'abord, pour mieux comprendre l'état d'esprit des Américains devant la dramatique affaire des otages en Iran. C'est en direct des États-Unis que nous diffuserons demain lundi, Antenne 2 midi, et après-demain mardi, le journal de 20h. Alors le second événement, c'est l'ensemble de nos deux soirées spéciales consacrées au pétrole. Demain soir, dans Question de temps, le magazine de Jean-Pierre Elkabbach et Louis Berriot, un journal télévisé de fiction sur le thème « Que se passerait-il si le robinet qui nous alimente en pétrole du Moyen-Orient était coupé ?» ainsi qu'une radioscopie d'une grande compagnie française pétrolière représentée par M. Albin Chalandon, son PDG. Le lendemain, mardi, après-demain, donc, un dossier de l'écran spécial avec pour invité André Giraud, ministre français de l'Industrie, James Schlesinger, ancien ministre pour l'énergie du président Carter, Pierre Desprairies, président de l'Institut français du pétrole, son Excellence Sheikh Khalifa Al-Sabah, ministre du Koweït pour le pétrole, et le docteur Fabé Chalabi, secrétaire général adjoint de l'OPEP. Deux émissions importantes sur des sujets importants. Rapport Est-Ouest, c'est cette semaine qu'a lieu à Bruxelles la réunion des pays de l'OTAN. Dans ce domaine, la question principale est de savoir si les membres de l'OTAN accepteront ou non la présence sur leur territoire de nouveaux missiles nucléaires ultramodernes pour faire face à la supériorité sur ce plan du pacte de Varsovie, c'est-à-dire, grosso modo, l'Europe de l'Est, les alliés de l'Union soviétique.
Les positions des pays de l'OTAN varient. Vous savez que le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas sont contre. Et voici qu'aujourd'hui, le Parti socialiste belge francophone répond non à une installation immédiate des missiles de croisière en Belgique, ce qui pourrait amener la démission du Premier ministre. Et déjà, à Bruxelles, une marche de protestation contre une éventuelle implantation de missiles nucléaires nouveaux. Cette manifestation de Bruxelles a rassemblé de 20 à 25 000 personnes, hollandais, allemands de l'Ouest, italiens, belges et représentant aussi des travailleurs migrants turcs, la Turquie, membre de l'OTAN. Leur non à l'installation de missiles nucléaires continentaux en Europe s'ajoute au refus déjà manifesté par un certain nombre de gouvernements des pays membres de l'Alliance. L'enjeu, c'est la modernisation du parapluie nucléaire américain. L'ère des missiles intercontinentaux est révolue. Selon ce plan de modernisation, c'est d'Europe que la riposte nucléaire serait déclenchée. Les chefs de l'OTAN veulent ainsi répondre aux nouvelles installations de fusées soviétiques et de bombardiers à long rayon d'action qui assurent momentanément la supériorité des pays du pacte de Varsovie. Dans le même temps, une nouvelle offre de négociation sur la limitation des armements stratégiques serait faite aux soviétiques. Ce plan a été vigoureusement critiqué en URSS, où la presse souligne le manque d'unanimité des membres de l'OTAN. La décision que les membres de l'Alliance Atlantique sont appelés à prendre est de nature à remettre en cause le principe même de la détente, affirme-t-on à Moscou. Alors avec nous ce soir un spécialiste des rapports entre l'Est et l'Ouest, Sam Pizar, avocat international, auteur du best-seller Le sang de l'espoir, citoyen américain vivant en France. Quelle est votre opinion sur cette bataille entre l'Est et l'Ouest pour posséder les armements les plus sophistiqués? C'est une bataille importante. L'arsenal soviétique est très puissant. Il est en train de grandir de jour en jour. Nous ne pouvons pas donc baisser nos bras. Mais pour moi, la vraie bataille, le vrai enjeu n'est pas là. C'est tout à fait autre chose. C'est le désordre politique qui s'installe dans le monde. C'est la dislocation économique et c'est surtout le pétrole. Pourquoi y a-t-il des désaccords au sein de l'OTAN? Je rappelle à ce propos que la France n'est plus membre de l'OTAN, mais elle reste membre de l'Alliance Atlantique. C'est un problème extrêmement complexe. Vous avez vu, parfois c'est un problème de politique antérieure. Les Flamands contre les Wallons. En Amérique aussi, on utilise l'armement comme prétexte pour débattre la politique antérieure. Et même à l'Union soviétique. À mon avis, l'Europe se présente dans cette affaire dans un ordre totalement dispersé. Et les pays européens ont peur de s'approcher ces jours-ci de l'Amérique, parce que l'Amérique a certaines tensions avec l'islam, avec l'Iran notamment, et chaque pays veut, n'est-ce pas, se placer dans une situation de sécurité pour l'approvisionnement en pétrole. Pour moi, cela représente un danger parce qu'il n'y a pas de solidarité. Alors, est-ce que l'arsenal fantastique constitué en armes de part et d'autre peut, écoutez, c'est peut-être naïf, peut servir à quelque chose? Pour moi, l'arsenal américain et soviétique est une chose totalement stérile. C'est totalement inimaginable, c'est-à-dire une guerre thermonucléaire. C'est un gaspillage des ressources. Les deux grandes superpuissances recherchent un équilibre de force, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Un équilibre d'impuissance. Et entre-temps, pendant qu'une superpuissance paralyse l'autre, le monde fait ce qu'il veut et le danger est très grave, comme nous le voyons dans le Moyen-Orient et en Iran. Une dernière question, et surtout ces discussions sur l'équilibre des forces ne camouflent pas, en fin de compte, les vrais problèmes que connaissent les pays de l'Ouest comme les pays de l'Est? Justement, la puissance soviétique, l'arsenal soviétique est énorme, mais on ne parle jamais de l'impuissance de l'Union soviétique. Une impuissance agricole, industrielle, technologique. Et il est même probable, les études le montrent, que dans les années 1980, l'Union soviétique aura besoin de pétrole. Pour l'Amérique et pour l'Europe et pour le Japon, c'est la même chose. Une très grande faiblesse économique parce que vous avez d'abord la situation précaire du pétrole, deuxièmement la concurrence économique internationale dans un marché international très encombré. Voilà le vrai problème. Et alors la vraie bataille
pour revenir à votre première question, entre l'Union soviétique et l'Amérique, l'Est et l'Ouest, risque de devenir la bataille pour le pétrole, pour le Golfe Persique, pour le Moyen-Orient. Donc notre affaire dans tout cela, c'est d'identifier le vrai problème, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, et de ne pas éternellement rester paralysé par les cauchemars de l'arsenal thermonucléaire. Vous avez terminé votre livre « Le sang de l'espoir » par une note optimiste. Êtes-vous toujours optimiste sur l'avenir du monde? D'un seul mot. Je suis optimiste, mais il est temps qu'on s'y met, parce que l'optimisme ne vient pas seul. Il faut vraiment lutter pour la survie, et c'est ça le sens de mon livre. Merci. Parallèlement alors à cet effort de modernisation des armements, et selon notre confrère anglais, le Sunday Times, un plan de désarmement le plus complet que l'on ait jamais conçu depuis le début de la guerre froide pour l'Europe de l'Ouest serait présenté mercredi à leurs alliés par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest. Le chancelier Schmitt est appuyé par l'ensemble de son opinion publique sur les questions de défense et de détente. En revanche, il a plus de difficultés à obtenir l'aval de son propre parti, les socialistes du SPD, réunis en congrès à Berlin-Ouest quant au nucléaire. Dans le décor jaune et rouge de la social-démocratie allemande, Madame Schmitt tirait nerveusement sur sa cigarette. Willy Brandt semblait quant à lui victime de sueur froide, et Herbert Wehner, le faiseur de chancelier du parti, violentait plus que jamais son inséparable pipe. Il y avait de quoi, car devant les délégués de son parti rassemblés à Berlin, le chancelier Schmitt défendait la politique de son gouvernement, et ce n'était pas simple. Premier dossier contesté, une politique énergétique qui prévoit une large place au nucléaire afin de diminuer la dépendance allemande par rapport au pétrole. À cet égard, devant son ministre des Sciences et de l'Énergie aux abois, Helmut Schmitt évoqua le projet français d'assurer d'ici 6 ans la moitié de ses besoins énergétiques grâce à l'atome. Sur ce chapitre, comme sur celui de la modernisation jugée par lui nécessaire de l'arsenal de fusées moyennes portées de l'OTAN face à l'Union soviétique, Helmut Schmitt souleva du scepticisme parmi ses auditeurs les plus à gauche. Sur ces terrains, et malgré tout son talent d'orateur véhément et persuasif, Helmut Schmitt ne réussit qu'à susciter des applaudissements plus distraits que convaincus. En fin de compte, il réussit cependant à remporter l'adhésion de ses amis politiques. À 80%, ils ont voté pour la modernisation de l'OTAN, à condition qu'elle soit assortie de la volonté de négocier avec Moscou. C'est à une moins forte majorité qu'il a pourtant été suivi dans ses projets de recours à l'énergie nucléaire dans les années 80. Helmut Schmitt sort donc renforcé de ce congrès épreuve. Surmontant ses allergies, le parti SPD s'est mis au diapason de son chancelier. Il est vrai que Helmut Schmitt est désormais le seul à pouvoir assurer une nouvelle victoire électorale à la coalition sociale-libérale de Bonn. Son parti l'a bien senti en lui donnant les atouts nécessaires à une campagne électorale très dure contre Franz Josef Strauß, son adversaire déclaré dès l'année prochaine. France, le RPR tenait aujourd'hui une réunion à huis clos de son comité central. En ouvrant la réunion, le docteur Pons, son secrétaire général, a dit combien la formation gaulliste était attachée à la grandeur de la France, à l'autorité de l'État, au respect des libertés et à certains autres grands principes, notamment la justice sociale ou la participation. Monsieur Pons, qui a admis ce soir que la politique du RPR n'était pas toujours bien comprise de l'électorat. Nous sommes persuadés que nous sommes dans la bonne ligne politique, mais que nous sommes aussi conscients qu'elle est très mal perçue par l'opinion publique et que nous sommes très mal reçus. Et nous avons donc profité de ce comité central pour faire une sorte d'explication et pour donner des arguments à tous les membres du comité central afin qu'ils nous aident dans une grande campagne d'explication pour mieux informer l'opinion publique sur notre ligne politique, qui n'est pas une ligne négative. Le gaullisme n'a jamais été une force d'appoint et Michel Debré a bien fait de le rappeler. En aucune manière, le Rassemblement pour la République ne pourra être une force d'appoint, ni aujourd'hui, ni demain. Monsieur Chirac est très peu intervenu. Pourquoi?
Alors je pourrais vous répondre que peut-être c'est parce qu'il fait confiance au secrétaire général du mouvement, mais je crois que si le président du Rassemblement pour la République est très peu intervenu au cours de ce comité central, c'est pour poursuivre l'orientation qui a été la sienne depuis quelque temps, à savoir qu'il a voulu, par rapport à notre mouvement, prendre de la hauteur. Réaffirmer les grands principes du gaullisme, ce qui permettait de sortir de ce qui apparaît à beaucoup comme des grenouillages et de la politique politicienne, c'est ainsi qu'apparaissait à première vue le long discours prononcé par M. Pons, le secrétaire général du RPR. Il avait l'avantage également de mobiliser les militants et il pouvait, le cas échéant, servir de trame à la campagne d'un éventuel candidat au présidentiel. Ce discours-programme n'a pas modifié le cap initial comme l'aurait souhaité M. Guéna, qui fut le seul à aller à contre-courant. Il l'a au contraire confirmé nettement. En développant successivement la politique monétaire, sociale à base de participation et la politique internationale de son mouvement, M. Bernard Pons a pris le contre-pied de celle actuellement suivie par le président de la République. Mais ce qu'il faut relever également, c'est la dénonciation à plusieurs reprises et par divers orateurs du déclin, de l'abandon, de la torpeur, de l'affaiblissement de la France. Et tout comme Jacques Chirac, Bernard Pons a appelé, je cite, au sursaut et à la renaissance d'une volonté nationale autour de grands idéaux. Le tiercé à Auteuil, il s'est disputé dans un terrain très lourd. La course a été tout à la fois pénible et fort belle. Nous allons en voir le dernier kilomètre dans un instant. Dernier kilomètre de cette épreuve remportée par Rumbo, entraîné par Biancone et monté par la cravache d'or de l'obstacle Alain Jouenne. Mais dès à présent, je vous signale que 2 chevaux sont ex aequo pour la 3e place et qu'il y a donc 2 tiercés dans l'ordre, 7-4-10 et 7-4-15. Alors nous allons voir maintenant les chevaux au moment où ils vont entrer, où ils sont entrés dans le tournant d'Auteuil. Et c'est Huiton, casaque beige et manche noire qui mène devant Gélas en rose. À côté de lui, à l'extérieur, Mistrassi en casaque noir et vert, et Rumbo, le futur gagnant, en casaque rouge, épaule blanche, toque bleue. Le terrain a été pénible. Mistrassi, qui court de progrès en progrès après ses débuts dans le prix finaux il y a 1 mois et demi, va sauter en tête l'avant-dernière haie, mais déjà à gauche est sorti de l'écran Rumbo que nous allons retrouver tout à l'heure. Vous voyez à l'arrière de l'écran combien le terrain était lourd aujourd'hui. 4, 5, 6, 7 chevaux ont encore une chance de gagner ou de se placer entre les 2 derniers obstacles, et maintenant cela va être le saut du dernier. À ce moment-là, il ne reste plus que 200 mètres à faire. Huiton, qui revient après avoir souffert d'un abcès au pied, semble devoir fournir le vainqueur lorsque dans une fin de course éblouissante, Rumbo va venir lui arracher la victoire. Huiton sera 2e, tandis que pour la 3e place, Mistrassi et Echo, casaque blanc et toque bleu, vont faire début. Par exemple, donc, nous avons en tête Rumbo le numéro 7, 2e Huiton le 4, 3e ex aequo le 10 Mistrassi et le 15 Echo. Je n'ai pas encore les rapports, me semble-t-il, parce que quand il y a des ex aequo comme cela, c'est très difficile pour le PMU de les avoir. Nous les donnerons ce soir, bien entendu. S'il est un sujet controversé, c'est bien la chasse à courre. Elle a ses partisans inconditionnels et elle a ses détracteurs passionnés. Voici un reportage tourné dans la forêt de Troncet, l'une des plus belles forêts de chênes d'Europe, entre Bourges et Montluçon, et qui vous donnera, pensons-nous, une idée plus précise de ce qu'est la chasse à courre, de ce que sont les rapports entre l'homme et l'animal, la nature, et avec ce sport, somme toute, assez particulier. Qu'on le veuille ou non, la chasse à courre fait partie de notre patrimoine national. Bien sûr, le nombre d'équipages a baissé au cours des siècles. Actuellement, on n'en compte plus que 200. Cela représente tout de même 4000 personnes, donc 4000 chevaux, et 8000 chiens. Mais la chasse à courre n'est plus chasse gardée pour les privilégiés. La chasse à courre privilégiée, ça date d'avant la Révolution. Depuis 1789, la chasse appartient à tout le monde peut chasser. Bon, la chasse à courre ne s'est jamais aussi bien portée. Vous savez, la chasse à courre est extrêmement populaire et je pense qu'actuellement elle est au contraire en pleine progression. Est-ce que pour vous ce n'est pas un investissement trop grand en tant qu'artisan de pouvoir chasser à courre? C'est-à-dire que si j'habitais en ville, ce serait assez difficile, étant donné que c'est moi qui entretiens moi-même mon cheval. J'habite en pleine campagne, ça ne me pose pas de problème. Et sinon, vous avez fait le calcul de ce que ça vous revenait par an? Non, pas tellement. Est-ce que c'est très important ou pas? Non, c'est pas un budget plus important que quelqu'un qui va faire du ski. Je fais pas d'autres sports.
La plupart du temps, on laisse le soin aux chiens de désigner le gibier à chasser. Ils choisissent d'instinct la voix d'un animal vieux, malade ou blessé. Du mois de novembre au mois de mars, 250 chasses sont effectuées chaque semaine dans 47 départements, répartis en 450 000 hectares de forêts, plaines, bocteaux et gérés par l'Office national de la chasse. Sous l'angle économique, la vénerie représente un budget de participation très raisonnable, quelquefois même moins cher qu'une action de chasse à tir en Sologne, puisque l'on peut maintenant se regrouper très démocratiquement pour faire bourse commune. Vous savez, les équipages actuellement sont des associations réglementées par la loi de 1901. Alors, moi j'ai 30 actionnaires, 30 boutons, et les frais sont partagés entre ces actionnaires. Ils se montent à combien dans l'année? Eh bien écoutez, la participation dans mon équipage est moins de 4 000 francs. Et dans ces 4 000 francs sont compris l'entretien des chiens et des chevaux? L'entretien des chiens, des chevaux, la location de la forêt. Le costume maintenant, vous avez un costume assez simple. C'est une tenue purement fonctionnelle, alors évidemment elle est colorée. Pourquoi? Parce que mon Dieu, quelle est la signification de cette sonnerie là? Pourquoi ne serait-elle pas? Ça c'est la vue. C'est-à-dire qu'on a aperçu Oui, un animal? on a aperçu un chevreuil. Les chiens courants sont de race très ancienne et unique au monde. Ce sont des Français tricolores. Ils travaillent comme les loups, en éventail et sous les ordres d'un chef qui est le maître d'équipage. Vous êtes chasseur, monsieur? Oh, je suis pas chasseur. Pourquoi vous suivez la chasse à courre, là, en voiture? C'est une distraction, vous savez, c'est pour connaître des gens qu'on n'a jamais vus. Quand j'étais gamin avant-guerre, la forêt de Bagnolet, chez moi, là, il y avait une meute, la meute de M. Deman, puis j'avais disparu pendant la guerre. Alors, c'est venu après. On espère que ça continuera, comme ça que la guerre sera plus là. Au fil du temps, l'homme a éliminé l'ours, le lynx et le loup qui étaient les prédateurs naturels. Il doit donc les remplacer. Et si l'on accepte de comprendre ces lois, on peut tout à la fois être chasseur et protecteur de la nature. C'est tout à fait compatible parce que ce qui se passe aujourd'hui dans la nature est éternelle, elle n'a jamais changé, c'est ce qui se passe depuis toujours. Nous faisons avec des chiens ce que depuis des millénaires des meutes de loups faisaient derrière des hardes de cerfs. Car il ne faut pas que les animaux soient en surnombre, leur état sanitaire les épidémies risqueraient de nuire à l'état de santé de l'espèce. Et deuxièmement, il y a un critère de protection de la végétation. Les animaux se nourrissent et la faune prélève sur la flore. Alors, ce sont les forêts qui en souffrent ou les cultures environnantes des forêts qui en souffriraient si vous aviez une prolifération excessive d'animaux. La saison dernière, l'Office des eaux et forêts a recensé 286 000 biches, cerfs, sangliers et chevreuils. Et l'Office national de la chasse a autorisé le prélèvement de 1600 animaux. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le gibier a ses chances. Ce jour-là, le chevreuil ne fut pas pris. Il déjoua toutes les ruses des chiens. Prévision météorologique pour la journée de demain. Lundi, le temps sera gris, venteux et pluvieux. La neige tombera même au-dessus de 1600 mètres en montagne. Quelques éclaircies l'après-midi sur le nord et l'Île-de-France, mais les températures, quant à elles, continueront d'être élevées pour la saison. Ce soir, vers 23 h, vous avez rendez-vous avec Hervé Claude pour les dernières informations de la journée. Et je vous rappelle que demain, lundi, Antenne de midi, vous sera diffusée en direct des États-Unis. Bonne soirée, merci.